Does it look like we're saved? No. From swords to sparkles, and this isn't my How's it all sound? Supposed to be strong, no matter what. His complete obsession with finding this thing he saw. If I could just get him to borrow my hand.
Dans le coffre royal caché de Wonderland, Red et Chloé déposent une montre de poche. Le geste paraît minuscule. Deux filles referment une porte, glissent un objet dans l'ombre, puis s'éloignent. Pourtant, c'est là que descendant. Wicked Wonderland commence vraiment. Car cette montre n'est pas un souvenir inoffensif de leur voyage dans le temps. C'est la preuve qu'elles ont touché à l'histoire de leurs parents, qu'elles ont corrigé une blessure, et qu'elles ont laissé derrière elles une autre blessure, plus discrète, dont personne ne connaît encore le nom. Le film reprend après Descendants, The Rise of Red, mais il refuse de faire comme si l'aventure précédente pouvait se refermer avec une chanson et un retour à la maison. Red et Chloé avaient utilisé la magie de la montre de Maddox Hatter pour remonter dans le passé. Leur intention était généreuse, empêcher Uliana de humilier Bridget, la jeune future reine de cœur. Elles ont réussi. Bridget a grandi sans cette cruauté fondatrice, sa colère n'a jamais pris la même place, et Wonderland est désormais dirigé par une reine plus douce. Seulement, changer un instant du passé ne gomme pas simplement un événement. Cela déplace les souvenirs, les liens, les enfants, les rancunes. Le présent a été réécrit autour d'elles, tandis qu'elles sont les seules à se souvenir de l'ancienne version. Red découvre cette différence avant même que le danger n'apparaisse. Elle a une petite sœur, Pink, pas une cousine lointaine, pas une élève croisée dans un couloir. Une sœur qui la regarde avec une admiration absolue, qui connaît des souvenirs que Red ne possède pas et qui attend d'elle le comportement d'une grande sœur exemplaire. Red avait appris à se définir contre le tempérament violent de sa mère. Elle avait été la fille de la reine de cœur, celle qui porte le rouge comme une armure et qui doute de pouvoir devenir autre chose qu'une Veka, une enfant de méchant. Or, la mère qu'elle retrouve est différente, et Pink appartient à cette nouvelle famille comme si elle y avait toujours vécu. Pour Red, c'est déroutant. Elle n'a pas choisi Pink, elle n'a pas vécu les années qui les ont rapprochés, et pourtant Pink a droit à sa place. Ce trouble a une forme très concrète. Pink ne réclame pas seulement l'affection de Red, elle lui renvoie une version d'elle-même qu'elle ne sait pas encore habiter. Dans cette chronologie, Red est la grande sœur, la princesse aguerrie, celle dont on raconte les exploits. La réputation qui pouvait être une fierté devient un costume un peu trop étroit. Red ne peut plus se cacher derrière l'idée qu'elle est seule ou qu'elle ne doit rien à personne. Quelqu'un l'observe, l'imite et risque de prendre son silence pour un rejet. Chloé, elle aussi, rentre du passé avec un décalage au cœur. Elle a connu une jeune Ella, vive, impatiente, moins parfaite que la silhouette de Cendrillon qu'elle avait toujours admirée. Cette rencontre rend le présent étrange. La mère qui l'attend n'est pas une inconnue, mais Chloé ne peut plus la regarder avec l'innocence d'avant. Elle sait que derrière la reine élégante existe une adolescente capable de désobéir, de rire, de vouloir davantage que le rôle prévu pour elle. Wicked Wonderland prend le temps de faire sentir cette gêne, parce qu'elle prépare le conflit le plus cruel du film. Chloé se croit très proche de Red, mais toutes deux sont en train d'apprendre que connaître quelqu'un ne signifie pas toujours comprendre ce qu'il porte. Le premier grand secret appartient pourtant à un personnage qui n'est pas dans le coffre. Maddox Hatter, le fils du chapelier fou, a vu Red et Chloé traverser le temps lorsqu'il était encore enfant. Pour elle, cet instant n'était qu'une sortie de scène. Pour lui, c'était la naissance d'une obsession. Il a compris qu'un objet pouvait faire revenir hier, modifier demain et rendre impossible toute stabilité. Dès lors, il a cherché la montre. Cette recherche l'a éloigné de son fils Max, l'a conduit vers des choix de plus en plus sombres, puis vers l'exil sur l'île de l'oubli, quand Bridget a décidé de le bannir avec son enfant. Le film ne demande pas au public d'oublier ce que Maddox fait ensuite, mais il refuse aussi de le présenter comme un méchant apparu de nulle part. Son ressentiment vient d'une injustice réelle, même si la réponse qu'il choisit est dangereuse. Red et Chloé n'ont jamais voulu détruire sa famille. Elles ignoraient qu'il les avait vus, elles ignoraient que leur retour vers le présent deviendrait l'événement autour duquel Maddox construirait sa vie. Pourtant, le dommage existe. C'est la règle morale la plus nette de cette histoire. L'ignorance n'annule pas une conséquence.
Après la chute de la barrière de l'île de l'oubli, Maddox a pu revenir à Wonderland. Il n'est pas revenu apaisé. Il est revenu avec une patience inquiétante, avec Chessie, la fille du Tcha de Cheshire, et avec une idée précise. Trouver la montre, reprendre le contrôle du temps, faire payer Bridget pour l'exil, faire payer Red et Chloé pour le monde qu'elles ont altéré. Chessie accompagne cette vengeance avec le sourire imprévisible qui convient à Wonderland. Sa présence ne se réduit pas à une partenaire comique. Elle comprend que les mots peuvent déplacer un groupe aussi sûrement qu'un sortilège. Là où Maddox veut ouvrir les portes à coups de magie, elle préfère introduire un doute au bon endroit, puis regarder les amitiés se fissurer. Maddox finit par apprendre où se trouve la montre. Il enlève Bridget, met la main sur ses cartes enchantées et les utilise pour prendre possession de Wonderland. Le détail des cartes compte. Elles ne sont pas une arme quelconque, elles sont l'emblème du pouvoir de la reine de cœur. En les retournant contre elle, Maddox ne se contente pas de capturer une souveraine. Il confisque le langage même par lequel elle gouverne son royaume. Bridget parvient néanmoins à envoyer un signal magique à Red. C'est une demande de secours, mais aussi une alarme adressée à toute la nouvelle réalité qu'elles ont créée. Red et Chloé n'hésitent pas longtemps. Elles retournent à Wonderland, cette fois non pour corriger un souvenir, mais pour affronter ce que leur correction a réveillé. Pink se joint à elles. Max Hatter est là lui aussi, ainsi que Louis Madrigal, fils de Louisa, Robbie Hood, fils de Robin des Bois, Hazel Hook, fille du capitaine Crochet, fils du docteur Facilier, et les jumeaux Squeaky et Squirmy Smee. Le rassemblement aurait pu être une simple parade de descendants célèbres. Le film lui donne plutôt une fonction claire. Chacun arrive avec l'ombre de son parent au-dessus de la tête, et chacun doit décider s'il est condamné à la répéter. Louise apporte à Red une présence qui ne se résume pas à la bravoure. Il est le fils de Louisa Madrigal, donc on pourrait l'imaginer réduit à la force et au secours physique. Mais le film le place surtout comme quelqu'un qui écoute ce que Red ne formule pas. Il ne lui demande pas d'être parfaite parce que Pink l'admire. Il lui rappelle, par sa manière d'être à ses côtés, qu'une relation ne se mérite pas en jouant un rôle sans défaut. Hazel, Robbie, Félix et les jumeaux enrichissent l'expédition sans voler la place du conflit central. Leurs origines rappellent que le vieux classement entre héros et méchants est toujours fragile. Les enfants de personnages réputés dangereux peuvent se montrer loyaux et les enfants des gentils peuvent être tentés par une solution brutale. Wonderland accueille le groupe comme un royaume déjà contaminé par la volonté de Maddox. La folie habituelle du lieu n'est plus libératrice, elle est organisée contre eux. Les chemins changent de direction, les règles se déplacent, les créatures deviennent des gardiennes. Maddox ne cherche pas seulement à les empêcher d'avancer. Il veut que chaque obstacle confirme l'idée que Red et Chloé ne peuvent pas rester unis. C'est une stratégie beaucoup plus intime qu'un combat frontal. Il sait que la montre a créé des vérités différentes pour chacun et il pousse précisément sur ces différences. La première série d'épreuves avec les flamants roses corrompus installe cette logique. Ces animaux, associés à la fantaisie de Wonderland, ne sont pas montrés comme une menace monstrueuse. Ils sont dérangés, détournés de leur nature par la magie de Maddox. Le groupe doit les éviter, coopérer, trouver un passage sans répondre à la panique par une violence aveugle. Déjà, Red se comporte en meneuse. Elle donne des directions, évalue les risques, protège les autres. Mais Pink observe surtout la distance qu'elle garde. Red sait diriger une équipe quand il faut courir. Elle ne sait pas encore dire à sa sœur qu'elle a peur de ne pas mériter son affection. Puis vient l'échiquier enchanté, et le film resserre brutalement son récit sur Red et Chloé. Les pièces ne sont plus des symboles décoratifs. Elles obligent les personnages à penser en sacrifice, en déplacement calculé, en position gagnante. Une plante carnivore devient l'élément décisif de l'épreuve. Red a un plan. Chloé doit se servir de sa dague pour accrocher la plante au bon moment, ce qui permettra au groupe de progresser. Mais le plan est mal perçu. Chloé croit que Red l'a attirée dans le danger pour l'utiliser comme appât et gagner la partie. Cette scène fonctionne parce qu'elle n'est pas fondée sur une incompréhension vide. Red n'explique pas assez,
Chloé réagit avec une blessure qui existait déjà. Depuis le retour du passé, Chloé se demande quelle place elle occupe dans la vie nouvelle de Red, auprès de Pink, de Louis et de toute cette famille que la montre a fait apparaître. Face à la plante, elle ne voit plus une amie qui improvise une solution. Elle voit une fille capable de prendre une décision à sa place. Dans un univers où l'on a déjà changé le destin des autres sans leur demander leur avis, cette crainte n'a rien d'absurde. Red, de son côté, se heurte à un défaut plus difficile à reconnaître que la colère. Elle est convaincue d'avoir de bonnes raisons, alors elle oublie que la confiance ne se commande pas. Son intention était de sauver tout le monde. Mais une intention ne suffit pas quand la personne devant soi ne possède pas les mêmes informations. Le film filme, dans cette épreuve, une chose très simple. Un bras tendu, une dague, une bouche qui ne trouve pas les mots à temps. C'est assez pour que l'amitié commence à céder. Chessie profite de cette faille. Elle n'a pas besoin de lancer un sort spectaculaire sur chaque membre du groupe. Elle isole une phrase, amplifie une jalousie, laisse entendre qu'un allié pense d'abord à lui-même. La méthode est presque élégante dans sa cruauté. Wonderland est un endroit où le langage a toujours été instable. Chessie transforme cette instabilité en arme sociale. Elle ne force pas les adolescents à se détester. Elle leur propose une interprétation douloureuse de ce qu'ils viennent de vivre et les laisse choisir de la croire. Le résultat est particulièrement dur pour Red. Elle essaye de se rapprocher de Louis, mais les liens qui comptent le plus se tendent au même instant. Chloé ne lui fait plus confiance. Pink sent qu'elle reste extérieure à une histoire que Red partage avec Chloé. La grande sœur que Pink idéalisait semble toujours occupée par autre chose, par une faute ancienne, par une amie perdue, par un ennemi dont elle ne lui explique pas l'origine. Le film n'accuse pas Pink d'être trop exigeante. Il prend au sérieux la douleur d'une enfant qui est certaine d'aimer quelqu'un et qui découvre que cet amour n'est pas encore réciproque de la même manière. Pendant que les jeunes traversent Wonderland, Cendrillon découvre leur départ. Sa réaction prolonge l'un des motifs les plus tendres du film. Et là n'est plus seulement la mère sage que Chloé croyait connaître. Elle agit. Elle utilise un miroir magique appartenant à Bridget pour entrer discrètement dans le palais de Wonderland et tenter de sauver son ami. Le retour de Brandy dans le rôle de Cendrillon et de Paolo Montalban en Prince Charming donne à cette partie du récit un poids particulier pour les spectateurs qui connaissent leur version de 1997. Mais la scène ne vit pas seulement de la nostalgie. Cendrillon avance parce que Bridget est son amie, parce qu'elle sait que le courage ne doit pas rester chez les enfants. Maddox la capture à son tour. C'est un tournant important. Le conflit ne concerne plus seulement Red et Chloé, ni même la montre enfermée dans le coffre. Les deux mères qui ont été sauvées par la réécriture du passé sont maintenant prisonnières des conséquences de cette réécriture. Le piège se referme avec une symétrie presque cruelle. Bridget avait banni Maddox afin de protéger son royaume. Cendrillon et Bridget avaient obtenu une vie moins amère grâce à Red et Chloé. Désormais, elles sont privées de liberté pendant que leur fille tente de réparer un désordre que les adultes n'avaient pas vu venir. La musique accompagne ce déplacement sans interrompre le récit. Le film compte 9 chansons originales et ces numéros ne sont pas uniquement des pauses colorées. Perfect Princess parle à l'image que Pink se fait de Red, à cette idée de perfection qui pèse plus qu'elle ne rassure. Mad fait remonter la colère que chacun veut attribuer à l'autre. Dancing with the Enemy décrit presque littéralement le mécanisme de Wonderland. Avancer exige de composer avec des personnes dont on ne connaît pas encore les intentions. Plus tard, The Girl I Used to Be offre un duo entre Bridget et Cendrillon, entre deux femmes qui ont été adolescentes ensemble et qui reconnaissent ce que les années ont changé en elles. Les chansons donnent au film sa respiration, mais elles servent aussi de mémoire émotionnelle. Elles disent ce que les personnages, trop pressés par l'intrigue, n'arrivent pas toujours à articuler. Au cœur de cette dispersion, Max prend une décision qui semble d'abord courageuse. Il veut prouver qu'il n'est pas son père. Maddox a un appareil appelé l'Oraculum, et Max pense pouvoir le voler pour négocier la libération de Bridget. Le geste est logique.
Si son père utilise le savoir comme un moyen de contrôler les autres, Max veut retourner cet outil contre lui. Il espère rendre service au groupe, redevenir l'ami de Red, qu'il était dans le Wonderland de l'ancienne chronologie, et sortir enfin de l'ombre d'un adulte devenu imprévisible, mais l'oraculum ne lui donne pas la version rassurante qu'il espérait. Chessie s'en sert pour lui révéler la vérité sur la montre. Dans la première histoire de Max, Maddox n'était pas ce père consumé par la vengeance. Il avait une relation aimante avec son fils. Leur famille n'avait pas été brisée par l'exil et l'obsession. Red et Chloé, en réparant le passé de Bridget, ont fait disparaître cette possibilité. Elles n'ont pas choisi de punir Max. Elles n'ont même pas su qu'il y avait quelque chose à perdre. Pourtant, devant les traces de cette autre vie, Max ne voit plus une conséquence abstraite. Il voit une enfance qui lui a été retirée avant qu'il puisse la vivre. Wicked Wonderland devient alors plus intéressant qu'une aventure où les héroïnes doivent simplement arrêter un méchant. Max a raison sur un point fondamental, sa perte mérite d'être reconnue. Là où il se trompe, c'est lorsqu'il accepte que la souffrance lui donne le droit de reproduire le geste qui l'a blessé. Il veut la montre pour retourner en arrière, empêcher Maddox de devenir mauvais, rétablir une famille intacte. Le spectateur comprend ce désir. C'est précisément ce qui le rend dangereux. Aucun personnage ne veut effacer le monde par plaisir. Tous veulent retrouver un monde où quelqu'un qu'ils aiment n'aurait jamais été transformé par la douleur. Chessie a déjà préparé le terrain. Elle trouve Chloé blessée, isolée de Red, et lui propose un bracelet magique. La scène ne prétend pas que Chloé cesse d'être elle-même par une simple pression de bouton. Le bracelet amplifie une rancœur présente, lui offre une manière de ne plus sentir sa déception, et transforme cette protection en dureté. Chloé accepte parce qu'elle vient de croire que Red l'a utilisée sur l'échiquier. Elle accepte parce qu'elle est fatiguée d'être la fille gentille qui pardonne immédiatement. Le sort ne crée pas sa colère. Il lui retire les freins qui la rendaient capable de la comprendre. Max et Chloé entrent alors dans le labyrinthe de haies autour du coffre royal. Le choix du lieu est parfait. Un labyrinthe ne vous attaque pas, il vous sépare. Chaque mur fait croire que la sortie est juste derrière, puis déplace votre perspective. Max avance vers la montre avec une certitude neuve. Chloé, portée par le bracelet, l'accompagne parce que la version de Red qu'elle a en tête ne mérite plus sa fidélité. De l'autre côté, Red et Louise les poursuivent. Il ne s'agit plus seulement de sauver Bridget. Il faut empêcher deux amis blessés de prendre une décision qui pourrait encore modifier le passé. Dans les haies, Red perd Louise de vue. Le film lui accorde alors son moment le plus calme. Elle tombe sur une boîte à trésors, placée là, dans cette nouvelle chronologie, par elle et Pink lorsqu'elles étaient enfants. L'objet est simple, presque banal. Il contient une histoire qui n'existait pas dans sa mémoire. En le touchant, Red reçoit les souvenirs de cette autre enfance. Les jeux avec Pink, les secrets gardés, les moments où elles avaient déjà choisi d'être sœurs avant que Red ne sache qu'elle l'est. Cette découverte aurait pu être traitée comme une facilité magique, une manière de donner à Red les émotions dont le scénario a besoin. Le film lui donne une portée plus délicate. Ses souvenirs ne commandent pas son affection. Ils ne remplacent pas le temps qu'elle n'a pas vécu consciemment. Ils lui montrent seulement que Pink n'est pas une anomalie venue lui voler une place. Pink fait partie d'une réalité que Red a contribué à créer, mais elle est aussi une personne qui l'aime depuis toujours de son côté du temps. Red comprend que son malaise n'autorise pas l'indifférence. Quand Pink retrouve Red, leur réconciliation ne passe donc pas par une promesse de perfection. Red accepte enfin de la prendre dans ses bras comme sa sœur. Ce geste répond à celui du coffre du début. Là où Red avait voulu enfermer un objet et tourner la page, elle choisit maintenant de regarder ce que la nouvelle page contient. Pink n'est pas le prix à payer pour une erreur. Elle est l'une des vies rendues possibles par une décision ancienne. Le film ne résout pas le paradoxe, et c'est bien ainsi. Il demande à Red de faire ce que le voyage dans le temps lui avait évité. Vivre avec les conséquences, au lieu de chercher une version du monde qui n'en aurait aucune. Red rejoint enfin Chloé et Max près du coffre. Max révèle qu'il sait tout. Il ne demande plus d'explications polies.
parce qu'il a vu à travers l'oraculum l'existence d'un père différent, d'une vie différente, et qu'il attribue cette disparition à Red et Chloé. Son projet paraît limpide. Reprendre la montre, modifier une seconde fois le passé, empêcher Maddox de sombrer, retrouver la famille que l'autre chronologie lui a volée. Il ne pense pas être en train de devenir comme son père. Il pense être le seul à avoir le courage de réparer une injustice que les autres préfèrent accepter. Chloé franchit alors une nouvelle limite. Elle vole la montre pour elle-même. Ce geste surprend, mais il est la conséquence directe du bracelet et de son ressentiment. Elle ne veut plus laisser Red décider de la marche à suivre. Jusqu'ici, Red a souvent été celle qui agit, qui prend le risque, qui annonce que c'est nécessaire. Chloé veut récupérer son pouvoir, même si elle ne sait pas encore quoi en faire. Le film ne transforme pas ce moment en trahison définitive. Il montre plutôt combien il est facile, après avoir été blessé, de confondre autonomie et volonté de faire payer l'autre. La scène de réconciliation entre Red et Chloé vaut par ce que Red ne fait pas. Elle ne prend pas la montre de force. Elle ne lui ordonne pas de retirer le bracelet. Elle ne prétend pas que la douleur de Chloé est imaginaire. Red reconnaît qu'elle a eu peur, qu'elle a mal expliqué son plan, et que toutes deux connaissent désormais le prix d'une correction faite sans le consentement de ceux qui la subiront. Ce sont ces mots, et non une nouvelle prouesse magique, qui permettent à Chloé d'enlever le bracelet. La colère revient à une taille humaine. Elle ne disparaît pas immédiatement, mais elle redevient une émotion que Chloé peut choisir de ne pas laisser gouverner ses actes. Red et Chloé se retrouvent alors dans une position rare pour la franchise. Elles peuvent encore utiliser la montre. Elles ont devant elles la preuve que le passé est imparfait, qu'il peut produire du malheur, qu'une décision précise pourrait peut-être sauver Maddox, Max, Bridget et elles-mêmes. Mais elles comprennent enfin que chaque retour en arrière fabrique des absents. Elles avaient sauvé Bridget sans savoir ce qu'elles retireraient à Maddox et Max. Si elles sauvaient maintenant Maddox, que retiraient-elles à Pink, à Louis, à Chloé elle-même? Quel lien, quel souvenir, quel enfant deviendrait une version effacée du monde? Max entend cette argumentation parce qu'elle ne nie pas son deuil. Red ne lui répond pas. Tout va bien, accepte ton destin. Elle lui dit, par ses actes, que sa perte compte et que Maddox n'aurait pas dû être abandonné au point de devenir cet homme. Mais elle refuse d'offrir une troisième réécriture comme une solution. C'est un refus douloureux, car le film est construit autour de personnages qui ont grandi avec les erreurs des adultes. La magie du passé semble toujours plus séduisante que le travail lent du présent. Pourtant, revenir encore une fois serait prolonger exactement le cycle qui les a enfermés. Red jette donc la montre dans un puits magique. Le mouvement est définitif. L'objet disparaît et avec lui la possibilité immédiate de vérifier, corriger, annuler. La montre n'est pas détruite dans une explosion héroïque. Elle est confiée à une profondeur que personne ne maîtrise. Ce choix convient à l'esprit du film. Red n'affirme pas qu'elle est devenue assez sage pour contrôler le temps. Elle reconnaît qu'aucun d'eux ne devrait le contrôler. La seule réparation disponible est celle qu'ils peuvent accomplir sans supprimer la vie des autres. Le groupe rejoint ensuite le palais. Maddox garde encore Bridget et Cendrillon, et il possède toujours l'énergie d'un homme qui a attendu trop longtemps que quelqu'un reconnaisse son injustice. Mais la dynamique a changé. Max n'est plus son extension. Chloé n'est plus sous l'emprise du bracelet. Red ne fuit plus Pink, et les alliés qui avaient été divisés peuvent enfin agir ensemble. Ils libèrent les deux reines et capturent Maddox. La résolution n'est pas présentée comme la victoire d'une princesse sur un monstre, mais comme le moment où la vengeance perd son réseau de complicité. Le geste le plus important appartient encore à Red. Elle demande à Bridget de ne pas punir Maddox comme elle l'avait fait autrefois. Elle reconnaît sa propre part de responsabilité dans la vie que Maddox a perdue. Cette demande ne gomme pas les choix de Maddox, ni l'enlèvement de Bridget, ni la peur imposée à Wonderland. Elle arrête plutôt la répétition. Bridget avait répondu au danger par le bannissement. Maddox avait répondu au bannissement par la prise de contrôle. Red propose une autre réponse. Reconnaître le tort, protéger les victimes,
mais ne pas construire l'avenir sur l'humiliation d'un homme déjà détruit. Le duo The Girl I Used to Be, porté par Bridget et Cendrillon, résonne ici comme une confession entre deux survivantes d'une jeunesse qui a changé leur vie. Bridget peut regarder la fille qu'elle a été, celle qui aurait pu devenir une reine plus dure, sans faire semblant que son passé n'existe pas. Cendrillon peut reconnaître la jeune Ella que Chloé a rencontrée sans perdre la mère qu'elle est devenue. Leur amitié ne sert plus seulement de décor nostalgique. Elle donne un modèle aux enfants. Une personne peut avoir plusieurs versions d'elle-même, et aucune n'a besoin d'effacer l'autre pour que le présent soit vrai. Lorsque Wonderland est sauvé, le film accorde enfin à ses personnages une célébration. Red, Chloé, Pink et leurs nouveaux alliés ne quittent pas le royaume avec la promesse qu'ils ne se disputeront plus. Ils en sortent avec quelque chose de plus utile. La conscience que la loyauté n'est pas l'absence de conflit, mais la décision de revenir vers l'autre après l'avoir blessé. Red a une sœur dont elle accepte maintenant l'existence. Chloé a cessé d'utiliser sa colère comme un rempart. Max doit vivre avec un père qui a failli, mais il n'est plus obligé de croire que cette faute définit toute son histoire. La dernière scène refuse pourtant de fermer entièrement le coffret. Pink trouve un objet mystérieux qui brille. Au lieu de le montrer à tous, elle le cache dans la boîte à trésors qu'elle partage avec Red. Le détail fait écho à la montre et au coffre royal, mais il inverse l'émotion. Au début, un objet caché est une faute enfouie. À la fin, il devient une curiosité nouvelle, un secret d'enfant. Peut-être le germe d'une prochaine aventure. Chessie, fidèle à sa manière de commenter sans vraiment expliquer, avertit que l'histoire n'est pas terminée avant de goûter une nourriture abandonnée et de réagir à son parfum de vanille. Le film se quitte sur cette note volontairement étrange. La menace peut revenir, mais Wonderland n'a jamais été un lieu où l'étrangeté doit forcément être vaincue. Pour comprendre ce que Wicked Wonderland ajoute à Descendants, il faut regarder la nature exacte de son conflit. Le premier film de cette nouvelle génération mettait Red et Chloé devant une injustice du passé. Leur solution ressemblait à un rêve d'enfant. Si l'on pouvait retourner au bon jour, trouver la bonne phrase, empêcher le bon mauvais geste, tout irait mieux. Le 5e épisode ne ridiculise pas ce rêve. Il montre pourquoi il attire autant. Bridget souffrait. Red souffrait de la relation avec sa mère. Chloé voulait préserver l'amitié et la famille qu'elle connaissait. Modifier le passé était une tentative de soin. Mais le film insiste sur une idée beaucoup moins confortable. Soigner une blessure visible peut créer une blessure invisible ailleurs. Pink est l'exemple le plus doux de ce paradoxe. Elle existe parce que le présent a changé et elle mérite d'être aimée sans condition. Max en est l'exemple le plus douloureux. Il a perdu une vie qui n'a jamais eu lieu dans la chronologie actuelle, mais dont il peut voir la trace grâce à l'oraculum. Pour Red, ces deux vérités sont insupportables parce qu'elles ne s'annulent pas. Aimer Pink ne répare pas Max. Reconnaître Max ne doit pas conduire à effacer Pink. C'est aussi pour cette raison que Maddox est plus qu'un obstacle. Son erreur est de croire qu'une histoire juste peut être obtenue en sélectionnant une seule version du passé et en éliminant toutes les autres. Il veut un père qui ne serait jamais devenu dangereux. Red et Chloé ont voulu une Bridget qui ne serait jamais devenue cruelle. Le film place ses désirs en miroir. La différence ne tient pas au fait que les héroïnes seraient pures et Maddox mauvais. Elle tient à ce qu'elles apprennent à s'arrêter. Elles finissent par admettre que le pouvoir de modifier les origines n'est pas un cadeau sans coût. La réalisation de Kimmy Gatewood donne à cette idée une expression volontairement accessible. Le film est une comédie musicale fantastique familiale, pas un récit sombre sur la fatalité. Les couleurs de Wonderland, les cartes, les haies, l'échiquier et les créatures conservent une gaieté de conte. Pourtant, les objets sont toujours liés à une décision. La montre est le passé manipulable. Le bracelet est une colère rendue incontrôlable. L'oraculum est une vérité révélée sans la maturité nécessaire pour la recevoir. La boîte à trésors est une mémoire dont Red doit enfin accepter la valeur. Le film ne traite donc pas la magie comme une décoration. Chaque outil révèle ce que les personnages désirent fuir ou protéger.
le choix de situer l'action principalement dans le Wonderland contemporain est également important. Dans The Rise of Red, le passé était un décor de possibilités. Ici, le présent est devenu la zone instable. Wonderland n'est plus le royaume d'une reine menaçante que Red veut quitter. C'est la maison de Pink, l'endroit où Max a grandi, le lieu où Bridget doit exercer une justice différente. Le territoire a changé de sens avec la transformation de Bridget. C'est pourquoi la prise de contrôle de Maddox est plus inquiétante qu'une simple attaque contre Auradon. Il veut prouver que la douceur nouvelle de la reine ne peut pas protéger son peuple. Rita Ora retrouve Bridget avec une nuance différente de celle du film précédent. La souveraine demeure théâtrale, liée à ses cartes et à l'imaginaire de la reine de cœur, mais elle n'est plus définie par son autorité punitive. Le danger du film consiste précisément à vérifier si cette transformation résistera à l'humiliation. Quand Maddox la capture et retourne ses symboles contre elle, Bridget pourrait répondre comme l'ancienne reine l'aurait fait. La demande de Red, à la fin, rend son choix visible. La bonté ne signifie pas laisser Maddox agir sans conséquence, elle signifie refuser de traiter la punition comme une réponse complète. Kylie Cantrell porte ce déplacement chez Red. Son personnage commence en essayant de jouer la version héroïque d'elle-même que tout le monde semble attendre. Elle doit être une leader pour l'équipe, une grande sœur pour Pink, une amie fiable pour Chloé, une fille digne d'une mère désormais aimante. Le film ne lui offre pas une perfection instantanée. Red se trompe sur l'échiquier, garde trop de choses pour elle et laisse Pink dehors. Son évolution tient dans une compétence moins spectaculaire que le combat. Elle apprend à rendre des comptes sans se réduire à ses erreurs. Malia Baker donne à Chloé un trajet parallèle. Chloé a longtemps été associée à la prudence, à l'éducation et à une forme de lumière tranquille. Wicked Wonderland s'intéresse à ce qui arrive quand cette lumière se sent utilisée. Le bracelet ne révèle pas une personnalité cachée qui aurait toujours été mauvaise. Il transforme une colère légitime en certitude brutale. Ce choix évite de punir Chloé pour avoir des émotions négatives. Le problème n'est pas qu'elle se fâche. Le problème est qu'elle laisse une magie et une blessure récente décider, à sa place, de ce que Red mérite. Pink, jouée par Liamani Segura, empêche l'histoire de rester enfermée dans la seule amitié entre Red et Chloé. Elle arrive dans le récit comme une surprise de chronologie. Mais elle devient la personne qui pose la question la plus simple. Red peut-elle aimer quelqu'un avant d'avoir tout compris? La réponse n'est pas donnée par les souvenirs magiques seulement. Elle existe dans le moment où Red cesse de considérer Pink comme un problème créé par la montre. Cette relation rend le film plus tendre, mais aussi plus exigeant. Red ne peut plus parler du nouveau monde comme d'une erreur générale. Ce nouveau monde a le visage de sa sœur. Max, interprété par Brendan Tremblay, est la véritable épreuve du discours du film sur la responsabilité. Il serait facile de lui reprocher son choix de rejoindre Maddox, de dire qu'il aurait dû rester loyal à Red. Or, la révélation de l'oraculum le place face à une violence temporelle que personne autour de lui ne savait nommer. Il ne devient pas un simple traître. Il devient quelqu'un qui vient d'apprendre que son bonheur aurait pu être différent, que son père l'aurait peut-être aimé autrement, et que ses amis ont joué un rôle dans cette perte. Sa décision est mauvaise, mais sa douleur ne l'est pas. Le film gagne en maturité lorsqu'il laisse les deux phrases coexister. La présence de Louis aide à éviter que Red traverse ce conflit seul. Alexandro Beard joue un personnage qui n'est pas défini seulement par son héritage madrigal. Louis est attentif à la manière dont Red se referme et il poursuit Chloé et Max avec elle, sans transformer le danger en concours de bravoure. Dans une franchise construite autour de personnages héritiers, ce type de soutien a du poids. Louise ne demande pas à Red de prouver qu'elle est une héroïne. Il est là quand elle doit choisir d'écouter, d'admettre sa faute, puis de continuer. Les autres descendants prolongent la même idée par touche. Hazel Hook porte le nom d'un pirate, Robbie Hood celui d'un justicier, Félix Facilier celui d'un magicien ambigu, et les jumeaux Smith viennent d'une famille associée au service d'un méchant. Le film ne leur attribue pas une morale selon leur ascendance. Il les fait participer à une mission commune où l'identité se construit dans les réactions immédiates.
aider, paniquer, provoquer, revenir, risquer quelque chose pour les autres. Cette diversité de noms de contes donne à Wonderland sa densité sans détourner l'intrigue de Red, Chloé, Pink et Max. Le retour de Cendrillon, de Prince Charming et de la marraine la Bonne rappelle que la franchise reste une histoire de génération. Cependant, les adultes ne récupèrent jamais entièrement le récit. Cendrillon essaie de sauver Bridget, échoue et se fait capturer. Ce n'est pas une diminution de son courage. C'est une manière de laisser les enfants affronter les conséquences d'une décision qu'ils ont prise. Les parents peuvent aimer, protéger, intervenir. Ils ne peuvent pas choisir à la place de Red et Chloé ce qu'elles feront du pouvoir de la montre. La production ne cache pas son ambition musicale. 9 chansons originales traversent l'aventure, avec des titres comme Perfect Princess, Mad, Dancing with the Enemy et The Girl I Used to Be. La dernière réunit Brandy et Rita Ora dans les rôles de Cendrillon et de Bridget, un rapprochement que le film transforme en moment de personnage plutôt qu'en simple clin d'œil. Brandy avait incarné Cendrillon dans la version télévisée Rodgers and Hammerstein's Cinderella de 1997, aux côtés de Paolo Montalban, qui reprend ici le rôle de Prince Charming. Leur retrouvaille ajoute une mémoire du conte à une franchise qui parle justement de ce que les histoires transmises font aux enfants. Wicked Wonderland est le 5e film de la série Descendants, après le succès des 3 premiers épisodes et de The Rise of Red en 2024. Il a été diffusé sur Disney Channel le 16 juillet 2026, avant son arrivée sur Disney+ le lendemain. Réalisé par Kimmy Gatewood, sur un scénario de Tamara Chestnut, Dan Frey et Rue Sommer, il dure environ 95 minutes. Ces informations n'expliquent pas à elles seules ce que le film cherche à faire, mais elles éclairent sa position. Il ne recommence pas l'histoire des enfants de Mal et d'Evie. Il poursuit le récit de Red et Chloé en testant directement la conséquence de leur première victoire. Cette continuité donne une vraie valeur à Maddox. Dans beaucoup de suites fantastiques, l'aventure précédente fournit un objet ou un monde à réutiliser, puis l'intrigue invente une menace extérieure. Ici, la menace est sortie du dernier geste du film précédent. Maddox n'est pas arrivé de l'extérieur de l'univers. Il était dans le passé, a vu la montre, puis a vécu dans l'ombre de ce que les héroïnes ont fait. Le film accepte donc que le triomphe de Red et Chloé ait produit une dette narrative. C'est une manière élégante de continuer une saga, ne pas répéter la formule, mais demander ce que la formule a coûté. Une autre manière de suivre le film consiste à observer ce que chaque personnage cherche à garder. Red veut garder le miracle accompli pour sa mère. Elle n'a pas envie d'entendre que la Bridget nouvelle, plus tendre, pourrait être liée à la chute d'une autre famille. Chloé veut garder la confiance qu'elle pensait partager avec Red, puis, après l'échiquier, elle veut surtout garder une dignité que personne ne pourra utiliser contre elle. Pink veut garder l'image d'une grande sœur qu'il aime. Max veut garder l'idée de son père avant la colère. Maddox veut garder l'accès à une époque où tout aurait pu bifurquer. Ses désirs n'ont pas la même gravité, mais ils poussent tous les personnages vers des objets fermés. Le coffre, l'oraculum, le bracelet, la boîte à trésors, la montre. Dans ce sens, le palais de Wonderland devient moins un simple décor royal qu'un système de portes et de réserves. La montre est cachée dans un coffre royal parce que Red et Chloé pensent qu'il suffit de la soustraire au regard. Maddox prend les cartes de Bridget parce qu'il comprend que gouverner, c'est disposer des clés et des passages. Le labyrinthe garde le coffre parce qu'il traduit la peur en architecture. Les personnages passent leur temps à ouvrir, forcer, retrouver, perdre, refermer. Le film conserve le plaisir d'une chasse fantastique, mais cette multiplication des seuils raconte toujours la même inquiétude. Que faire d'une chose trop puissante lorsqu'on ne peut ni l'oublier, ni l'utiliser sans blesser quelqu'un? Red connaît déjà une partie de la réponse au début, mais elle ne sait pas encore la vivre. Elle a eu l'expérience d'être définie par l'humeur de Bridget. Dans l'ancienne chronologie, la reine de cœur lui faisait porter la conséquence de sa propre douleur. Red avait appris à se protéger en devenant rapide, méfiante, prête à répondre avant d'être attaquée.
Quand Bridget devient une mère plus aimante, la stratégie de Red n'est pas automatiquement effacée. C'est une nuance importante. On peut obtenir la relation que l'on désirait et garder, malgré tout, les réflexes construits pendant les années difficiles. Pink rencontre précisément cette Red-là, une sœur qui a été sauvée de certains dangers, mais qui n'a pas encore appris à déposer son armure. Le scénario donne à Pink un regard très direct sur cette contradiction. Elle n'a pas vécu l'ancienne dureté de Bridget, elle ne sait pas que la présence de Red a longtemps été liée à la crainte et à la fuite. Elle voit une grande sœur admirée, une fille qui a voyagé dans le temps, qui connaît Chloé, qui semble capable de résoudre un problème dès qu'il surgit. Son admiration a quelque chose de joyeux, mais elle piège Red. Chaque fois que Red garde son émotion pour elle, Pink peut l'interpréter comme une distance personnelle. Chaque fois que Red prend le commandement sans expliquer, Pink apprend une version de la force où l'on agit seul. La réconciliation dans le labyrinthe a donc une portée éducative. Red ne promet pas seulement de s'attacher à Pink, elle lui montre qu'une héroïne peut dire qu'elle ne sait pas quoi faire. Chloé traverse une épreuve différente, plus discrète au départ. Elle vient d'une famille dont l'histoire a toujours été racontée comme un modèle de bonté récompensée. Découvrir Ella adolescente dans le passé lui a montré qu'une histoire de princesse contient aussi de l'impatience, des erreurs, de la peur de ne pas être à la hauteur. Cette connaissance devrait la rapprocher de sa mère. Pourtant, elle la rend moins sûre de la place qu'elle occupe elle-même. Si les adultes qu'elle admirait sont plus complexes qu'elle ne le pensait, qui est-elle lorsqu'elle cesse d'être la fille parfaitement raisonnable de Cendrillon? Le bracelet trouve sa force dans cette question. Chessie ne convainc pas Chloé avec un discours sur la méchanceté. Elle lui offre la possibilité de ne plus jouer le rôle qu'on attend d'elle. La magie semble proposer du pouvoir, alors qu'elle produit surtout une simplification. Une Chloé blessée pourrait demander des explications à Red, refuser une nouvelle mission, reconnaître qu'elle se sent reléguée au second plan. Cela demanderait du temps et accepterait l'incertitude. Sous l'effet du bracelet, tout devient plus net. Red a tort, Max a raison, la montre doit servir. C'est ce soulagement trompeur qui rend la situation dangereuse. La colère devient séduisante quand elle transforme une relation compliquée en adversaire évident. Le film ne traite jamais la gentillesse de Chloé comme une absence de puissance. Au contraire, son basculement rappelle qu'elle possède une capacité réelle à agir et à prendre une décision. Sur l'échiquier, elle a une dague, une position, un geste précis à accomplir. Près du coffre, elle est assez déterminée pour s'emparer elle-même de la montre. La question n'est donc pas de savoir si Chloé doit rester douce pour mériter d'être aimée. La question est de savoir ce qu'elle fera de sa puissance quand quelqu'un lui aura fait croire qu'elle n'a plus rien à perdre. Son retour vers Red n'est pas un retour à la docilité. C'est un choix de ne pas laisser une blessure momentanée devenir l'auteur de toute sa vie. Louise comprend cette fragilité avant même que Red puisse la nommer. Il n'a pas accès aux souvenirs de l'ancienne chronologie comme Red et Chloé, mais il voit les effets du secret sur elle. Il est utile parce qu'il n'essaye pas de résoudre leur histoire à leur place. Dans un film où les protagonistes peuvent manipuler les destinées, l'attitude de Louis est presque une leçon silencieuse. Aider quelqu'un ne signifie pas arracher la décision de ses mains. Il accompagne Red dans la poursuite, il reste présent quand elle est séparée du groupe et il lui laisse l'espace nécessaire pour comprendre ce que la boîte à trésors signifie. Ce choix rend aussi crédible le lien entre Red et Louis. Il ne devient pas une romance forcée ni un héros chargé de sauver l'héroïne de ses propres erreurs. Red a besoin d'un témoin calme, quelqu'un qui ne la réduit ni à la fille de la reine de cœur, ni à la meneuse de l'expédition. Louis peut la voir hésiter sans se détourner. Il donne au film une relation fondée sur la confiance pratique. Courir ensemble quand Wonderland se referme, chercher les autres sans se perdre dans les reproches, rester là lorsque les conversations deviennent difficiles. Max, lui, représente la face la plus douloureuse de la question temporelle. La révélation de l'oraculum est cruelle parce qu'elle ne lui montre pas une possibilité vague, elle lui montre une relation. Dans la chronologie qu'il découvre,
Maddox n'est pas l'homme absorbé par la montre et par la punition de Bridget. Il est un père proche de son fils. Max ne voit pas seulement un adulte meilleur. Il voit quelqu'un qui le regarde autrement, une histoire familiale dans laquelle il n'aurait pas à se demander s'il porte déjà la faute de son père. Il devient alors presque impossible pour Max de regarder Red sans ressentir une perte. Elle est son amie dans le présent, mais elle est aussi liée au geste qui a produit l'autre présent. Cette double vérité donne une vraie gravité à leur confrontation. Red pourrait défendre ses intentions, répéter qu'elle ne savait pas, rappeler que Bridget avait été sauvée. Aucune de ces phrases ne rendrait à Max ce qu'il croit avoir perdu. Le film est plus juste lorsqu'il fait de son désir de vengeance une erreur compréhensible plutôt qu'une simple corruption de plus. Max veut que le monde reconnaisse que les personnes effacées par une correction restent, d'une certaine manière, des personnes. Maddox pousse cette logique jusqu'à l'impasse. Lui aussi a vu une possibilité et a refusé de la laisser disparaître. Mais là où Max est encore capable d'écouter Red, Maddox a consacré des années à la seule idée de récupérer le contrôle. Le bannissement sur l'île de l'oubli explique une partie de cette rage. Il y a été envoyé avec Max par Bridget, et l'exil a transformé la blessure en obsession. Le film ne dit pas que l'exil excuse tout. Il montre que les punitions qui prétendent retirer un danger du monde peuvent aussi fabriquer un danger plus grand, plus seul, plus incapable de revenir autrement que par la violence. La décision finale de Bridget devient donc un véritable test de personnage. Si elle répond à Maddox par une nouvelle exclusion, elle répète exactement la structure qui l'a conduit à ce palais. Si elle ne répond pas du tout, elle abandonne les victimes et laisse Wonderland sans protection. Red lui demande une troisième voie, difficile à détailler dans la fin d'une aventure familiale, mais essentielle dans son principe. Reconnaître la responsabilité, empêcher le retour de la violence et refuser la cruauté comme méthode de gouvernement. Ce n'est pas une absolution magique, c'est une interruption du cycle. Chessie occupe une place plus ambiguë encore. Elle est la fille du chat de Cheshire et sert de compagne à Maddox. Mais sa fonction est surtout de faire circuler les vérités au mauvais moment. Elle montre à Max l'autre chronologie. Elle propose le bracelet à Chloé. Elle encourage les disputes qui vont laisser Red sans soutien. Son talent est de comprendre que la vérité n'est pas toujours libératrice. Montrée sans contexte, sans écoute, au moment exact où une personne se sent déjà rejetée, elle peut devenir une arme. Cette manière de manipuler distingue Chessie de Maddox. Maddox impose des obstacles visibles. Il utilise les cartes, capture les reines, commande au défi de Wonderland. Chessie travaille sur les interprétations. Elle n'a pas besoin de convaincre Chloé que le bracelet est mauvais. Elle a seulement besoin de lui faire croire que la version sombre d'elle-même est la seule personne qui la défendra. Elle ne doit pas dire à Max que Red a voulu le faire souffrir. Il lui suffit de lui montrer une image où une famille est heureuse, puis de le laisser rapprocher cette image de la montre. La dernière plaisanterie de Chessie ne supprime pas son danger, mais elle empêche le personnage de devenir un simple instrument de menace. Wonderland vit de ce type de figure. Des personnages qui disent vrai sans dire toute la vérité, qui plaisantent quand il faudrait répondre, qui donnent une direction et vous font douter du chemin. Sa réaction finale à la vanille préserve cette tonalité. Même après la résolution, le monde ne se met pas à parler un langage parfaitement clair. Il reste un peu oblique, un peu joueur, et donc toujours susceptible de surprendre ceux qui pensent avoir tout compris. Les épreuves magiques sont elles-mêmes conçues comme des tests de relations. Les flamants roses corrompus ne demandent pas de savoir qui est le plus puissant. Ils obligent le groupe à rester coordonné dans un espace où tout le monde peut paniquer. L'échiquier demande une stratégie, mais la stratégie échoue si elle n'est pas partagée. Le labyrinthe ne peut pas être vaincu par une force supérieure. Il sépare les personnages jusqu'à ce qu'ils rencontrent leurs propres souvenirs. Ces obstacles ne sont jamais de simples niveaux de jeu. Ils traduisent en action le problème du film. Dans un monde modifié, personne ne dispose seul de toutes les informations nécessaires. L'échiquier mérite une attention particulière parce qu'il condense l'erreur de Red.
Elle possède un plan technique. Chloé a une dague. La plante carnivore constitue une menace contrôlable si chacune exécute son rôle. Sur le papier, c'est une bonne solution. Mais le cinéma de cette scène ne se joue pas sur le papier. Chloé voit le danger de près, elle ne reçoit pas l'explication assez tôt, et Red suppose que sa confiance est acquise. Une stratégie peut être correcte et devenir blessante si elle traite les autres comme des pièces plutôt que comme des partenaires. C'est exactement ce que la montre avait permis à Red et Chloé de faire au passé, agir sur une grande partie sans savoir qui serait déplacé ailleurs. La dague est aussi un beau détail dans le parcours de Chloé. Elle ne doit pas la brandir pour prouver qu'elle est devenue plus dure que Cendrillon. Elle doit l'utiliser avec précision afin d'accrocher la plante. Lorsque Red omet de lui communiquer ce geste, l'objet se charge d'une autre signification. Chloé n'a plus l'impression d'avoir un rôle dans le plan. Elle se sent réduite au risque que le plan exige. Son ressentiment ultérieur n'est pas né d'une phrase insultante ou d'une trahison spectaculaire. Il naît du moment où quelqu'un de très proche d'elle choisit la vitesse au lieu de la confiance. Le film ne demande pas au public de prendre parti contre Red à cet instant. Red n'a pas voulu sacrifier Chloé. Son idée était que la dague rendrait l'épreuve possible. Cette nuance est précisément ce qui rend la réparation plus intéressante. Dans beaucoup d'histoires, la réconciliation se produit lorsque l'un des deux révèle qu'il était innocent. Ici, Red et Chloé sont toutes deux partiellement justes. Red avait une solution. Chloé avait raison de se sentir exclue de cette solution. Le conflit ne disparaît donc pas grâce à une information cachée, mais grâce à une manière nouvelle de parler de la responsabilité. La boîte à trésors prolonge cette logique sous une forme intime. Avant le labyrinthe, Red regarde Pink comme un ajout improbable à sa vie. Elle sait intellectuellement que Pink est sa sœur dans cette chronologie, mais son corps et ses souvenirs résistent encore. La boîte fait entrer Red dans une mémoire qu'elle n'a pas construite consciemment. Elle retrouve les traces d'une enfance où Pink et elle se connaissaient déjà, avaient des codes, des cachettes, des objets partagés. Ce n'est pas seulement une exposition sur la nouvelle ligne temporelle. C'est la première fois que Red cesse d'analyser le changement de l'extérieur. Il y a là une difficulté que le film traite avec douceur. Les souvenirs magiques pourraient sembler annuler la liberté de Red en lui imposant l'amour de Pink. Mais le récit distingue l'information et le choix. Les souvenirs lui apprennent qu'une relation existe. L'étreinte avec Pink est ce qui lui donne un avenir. Red ne dit pas « je t'aime parce qu'un sort me l'a ordonné ». Elle comprend qu'elle a le droit de reconnaître ce lien, même si elle n'a pas vécu chaque seconde de son histoire dans la même version du monde. Pink, de son côté, ne demande jamais à Red de réparer toute la chronologie. Elle veut une réponse immédiate. « Est-ce que ma sœur me voit ?» C'est la question la plus petite et la plus difficile du film. Les grands personnages discutent du temps, de la justice, des familles réécrites. Pink ramène tout à une présence. La scène de leur réconciliation fonctionne parce que Red répond enfin à cette demande sans détour. Elle ne promet pas d'être la grande sœur parfaite de la chanson. Elle accepte simplement que Pink ne soit pas une conséquence abstraite, mais quelqu'un qui attend depuis longtemps qu'elle revienne vers elle. Cette reconnaissance prépare Red à parler à Max autrement. Tant qu'elle refusait Pink, elle pouvait imaginer que le nouveau monde n'était qu'une erreur à corriger. En retrouvant sa sœur, elle comprend que toute modification du passé produit des existences réelles. Cela ne rend pas la douleur de Max moins légitime. Cela l'empêche seulement de croire que la réparation consiste à effacer le présent qui le fait souffrir. Le film pousse ainsi son héroïne vers une forme de responsabilité plus vaste. Répondre au tort fait à Max sans traiter Pink comme un dommage collatéral acceptable. Le puits magique représente physiquement cette limite. Le coffre gardait la montre à portée de main. Le puits la soustrait à la volonté de ceux qui pensent savoir quoi en faire. Red ne la remet pas à Bridget, à la marraine la bonne, ni à un nouveau gardien qui promettrait de l'utiliser sagement. Elle admet que l'objet a déjà donné trop de pouvoir à trop de personnes. C'est un geste rare dans une aventure Disney où l'artefact magique est souvent détruit ou confié au héros juste.
Ici, la solution est de renoncer à la position de héros qui sait mieux que tout le monde. Ce renoncement ne condamne pas le film à une morale froide. Au contraire, il redonne de la valeur aux gestes ordinaires. Red demande pardon à Pink. Chloé retire le bracelet. Max écoute une réponse qui ne lui rend pas son passé. Bridget choisit de ne pas répondre à la douleur par l'exil. Cendrillon risque sa liberté pour une amie. Louis reste auprès de Red. Ce sont des actions moins spectaculaires que remonter le temps, mais elles changent le présent sans fabriquer une ligne temporelle concurrente. Wicked Wonderland insiste ainsi sur une magie plus difficile à admettre. La confiance se reconstruit à vitesse humaine. L'héritage des parents est traité de la même manière. Red est la fille de la reine de cœur, Chloé celle de Cendrillon, Pink la sœur de Red, Max le fils de Maddox, Hazel la fille du capitaine Crochet, Félix le fils du docteur Facilier. La franchise pourrait distribuer les rôles selon ces noms. Les enfants des héros seraient sages, les enfants des méchants seraient suspects. Le film préfère observer ce que ces noms exigent des jeunes. Max souffre de la peur de devenir comme son père. Red craint qu'être héroïque signifie ne plus être elle-même. Chloé craint que la douceur de sa mère l'oblige à ne jamais exprimer sa rage. Chacun doit sortir d'un modèle familial sans prétendre que sa famille n'a aucune importance. Cette approche est particulièrement visible chez Bridget. Dans son ancienne vie, elle était devenue une reine de cœur punitive parce qu'elle avait été blessée et humiliée. Les événements du précédent film ont empêché cette humiliation, mais ils n'ont pas supprimé l'existence de la colère dans le monde. Maddox la ramène sous une forme inattendue. Bridget ne peut donc pas prouver qu'elle est devenue meilleure simplement parce que son passé a changé. Elle doit choisir, ici et maintenant, une réponse différente à quelqu'un qui l'a attaquée. C'est ce choix qui donne du sens à son évolution, bien davantage que la correction temporelle initiale. Cendrillon apporte un contrepoint utile. Elle n'est pas réduite à l'image immobile de la bonté. Le voyage de Chloé dans le passé avait déjà révélé la jeune Ella. Wicked Wonderland permet à la mère d'agir de nouveau. Elle utilise le miroir de Bridget, entre au palais, tente une opération de sauvetage. Quand Maddox la capture, le film ne conclut pas que l'intervention adulte était inutile. Il montre qu'elle était sincère et risquée. Les enfants devront finir la mission, mais ils le feront en ayant vu leur mère refuser de rester en sécurité pendant qu'une amie est enfermée. Le duo entre Bridget et Cendrillon est donc placé au bon endroit dans la mémoire affective de la saga. The Girl I Used to Be ne sert pas uniquement à réunir Rita Ora et Brandy. La chanson donne une voix à deux femmes dont les filles viennent de rencontrer les versions adolescentes. Red et Chloé ont appris que les adultes avaient des passés, des peurs et des possibilités abandonnées. Le duo leur répond sans discours pédagogique. Devenir quelqu'un ne veut pas dire trahir la fille que l'on était. Cela veut dire porter ses choix, y compris les moments où l'on aurait pu devenir tout autre. Le retour de Paolo Montalban comme Prince Charming renforce cette idée de continuité entre les contes. Son personnage est associé à une version de Cendrillon qui a marqué une génération de spectateurs, mais Wicked Wonderland ne se repose pas longtemps sur ce souvenir. Il le place dans une famille où Chloé doit désormais décider de sa propre relation à l'héritage. C'est le principe même de Descendants. Les histoires connues ne sont pas des musées. Elles deviennent des foyers, des écoles, des sources de pression, puis des points de départ pour les enfants. La musique sert ce passage entre les générations. Perfect Princess ne décrit pas seulement Pink, elle met en musique l'attente placée sur Red. Mad circule entre Maddox, Max, Chloé et Red parce que chacun a une raison de ressentir une colère que les autres ne comprennent pas entièrement. Dancing with the Enemy ne parle pas seulement du danger extérieur. L'ennemi peut être la méfiance qui fait danser deux amis l'un contre l'autre. En intégrant ces chansons à des tensions précises, le film évite que les numéros interrompent la trajectoire. Il la déplace vers un registre où les contradictions peuvent être entendues sans être immédiatement résolues. Le ton général reste lumineux, et cela compte. La situation de Max, le bannissement de Maddox et la capture des reines auraient pu conduire à une ambiance pesante.
Kimmy Gatewood garde l'énergie d'une fantaisie musicale en laissant Wonderland rester coloré, capricieux et plein de mouvements. Cette légèreté ne nie pas la difficulté morale. Elle crée plutôt un contraste. Les personnages prennent des décisions graves dans un royaume où un échiquier peut se transformer en piège et où des flamants roses peuvent porter la magie de la colère. Le merveilleux permet de rendre la question du temps accessible sans la rendre insignifiante. La durée d'environ 95 minutes explique aussi l'efficacité de cette construction. Le récit doit faire avancer un sauvetage, présenter de nouveaux descendants, réparer l'amitié de Red et Chloé, développer Pink et Max, donner une place aux mères, puis commenter la conséquence du précédent film. Il y parvient en faisant converger les problèmes vers la montre. Quand le groupe se sépare, c'est toujours à cause de ce que l'objet signifie pour chacun. Quand ils se retrouvent, c'est parce que les personnages comprennent que la montre ne peut appartenir à personne. L'effet de production souligne cette continuité assumée. Le film est écrit par Tamara Chestnut, Dan Frey et Ruth Sommer, réalisé par Kimmy Gatewood, et porté par Kylie Cantrell, Malia Baker, Liamani Segura, Leonardo Tremblay, Alexandro Beard, Chiara Romero, Rita Ora, Brandy et plusieurs autres interprètes de cet univers élargi. Il arrive comme 5e chapitre d'une franchise qui, depuis le premier descendant en 2015, a construit son identité sur les enfants des récits Disney. Mais Wicked Wonderland choisit une suite plus risquée que la simple présentation de nouveaux héritiers. Il met les héroïnes face au coût exact de l'action qui les avait rendues héroïques. La diffusion de juillet 2026, d'abord sur Disney Channel puis sur Disney+, place le film dans une franchise qui continue de se transmettre entre télévision, streaming et musique. L'histoire des premiers descendants avait déjà connu un public très large, et The Rise of Red avait relancé l'univers autour de Red et Chloé. Wicked Wonderland ne traite pas cette popularité comme une excuse pour tout remettre à zéro. Il part du principe que les spectateurs se souviennent de Bridget, de la montre et du voyage au passé. C'est pourquoi la révélation de Maddox porte autant. Le film transforme un détail de la fin précédente en point de départ d'une nouvelle blessure. On peut aussi lire le titre Wicked Wonderland comme la description d'un royaume dont les règles sont devenues dangereuses parce que chacun veut y imposer sa propre définition du bien. Maddox estime qu'il serait juste de retrouver le père qu'il aurait pu être. Max estime qu'il serait juste de récupérer l'enfance que l'oraculum lui a montrée. Chloé estime, pendant un temps, qu'il serait juste de ne plus laisser Red décider seul. Red estime d'abord qu'il serait juste de préserver le résultat du voyage qui a sauvé sa mère. Aucun de ces désirs ne surgit dans le vide. Wonderland devient wicked quand ces désirs cessent de reconnaître qu'une autre personne doit vivre avec leur victoire. Cette précision permet de comprendre pourquoi la scène du coffre est plus importante que beaucoup de scènes d'action. Le coffre n'est pas l'endroit où les héroïnes cachent un objet entre deux aventures, c'est l'endroit où elles ont tenté de déclarer l'affaire terminée. Elles avaient vaincu une histoire douloureuse, ramené Bridget dans un présent plus heureux, puis enfermé l'instrument de cette victoire. Maddox révèle que le verrou ne résout rien. Une décision ne cesse pas d'avoir des conséquences parce que ses auteurs n'ont plus envie de la regarder. En ouvrant la route vers le coffre, il oblige Red et Chloé à reconnaître ce qui était resté hors champ. Le film distribue soigneusement les conséquences de cette ouverture. Bridget gagne une existence plus douce, mais elle doit regarder Maddox en face. Cendrillon reste à l'abri de la catastrophe que Red et Chloé avaient voulu éviter, mais elle se retrouve captive quand elle choisit d'aider son amie. Red gagne Pink, mais perd la certitude d'être seule à définir sa famille. Chloé conserve sa mère, mais perd pour un moment la confiance dans sa meilleure amie. Max conserve sa vie présente, mais découvre le fantôme d'une autre. Cette répartition évite une morale trop propre où une bonne action donnerait simplement de bonnes récompenses. La capture de Cendrillon donne à ce renversement une dimension affective. Bridget n'est pas uniquement une souveraine à délivrer. Elle est l'amie qu'Ella refuse d'abandonner. Lorsque Cendrillon prend le miroir magique pour entrer au palais,
Elle fait un choix qui répond à la logique de Red et Chloé, mais sans magie temporelle. Elle ne cherche pas une version parfaite du passé. Elle agit dans le présent, avec ce qu'elle a, parce qu'une personne qu'elle aime est en danger. Son échec n'annule pas cette décision. Il la rend même plus touchante, puisque le public sait qu'elle prend un risque réel et non une simple pose de parent courageux. Le miroir est, lui aussi, un objet de passage. Il permet à Cendrillon de franchir une frontière et d'arriver près de Bridget, mais, à la différence de la montre, il ne prétend pas modifier ce qui a déjà eu lieu. Le film oppose ainsi deux façons d'utiliser la magie. L'une cherche à corriger la source du malheur et finit par dérégler des vies entières. L'autre permet de rejoindre quelqu'un, de se déplacer vers elle, de lui porter secours. Wicked Wonderland ne devient jamais hostile à la magie. Il questionne la volonté de s'en servir pour décider à la place du temps et des autres. Cette distinction explique aussi la fonction de l'oraculum. L'appareil ne crée pas la douleur de Max, il lui donne une forme précise. Voir une vérité peut être aussi déstabilisant que voir un sort. Max reçoit une connaissance qu'il n'a pas demandée, puis doit vivre avec elle alors même qu'il est encore assez jeune pour chercher une réponse immédiate. Chessie l'utilise avec une froideur calculée. Elle ne lui montre pas l'autre chronologie pour l'aider à faire son deuil. Elle le montre pour le détacher de Red. C'est la différence entre révéler un secret pour construire une relation et révéler un secret pour fabriquer une arme. Lorsque Max rejoint Chloé dans le labyrinthe, le film ne les présente pas comme un duo de nouveaux méchants. Ils sont deux personnes auxquelles on vient de proposer une explication simple de leur peine. Max pense que la montre peut lui rendre son père. Chloé pense que la montre peut lui rendre le pouvoir qu'elle a laissé à Red. Ils avancent ensemble parce que leurs colères ont besoin du même objet, non parce qu'ils se comprennent réellement. C'est pourquoi leur alliance reste fragile. Elle est fondée sur le refus de parler à ceux qui pourraient les contredire avec amour. Red fait l'inverse quand elle les retrouve. Elle ne cherche pas à gagner une bataille d'arguments en disant à Max que son père était toujours mauvais ou à Chloé que son bracelet la rend méconnaissable. Elle s'expose à ce qu'elle et ils ont à lui reprocher. Pour Chloé, elle reconnaît la scène de l'échiquier. Pour Max, elle accepte que sa victoire passée ait eu un coup. Cette posture ne résout pas tout, mais elle retire à Chessie son avantage principal. Les mensonges et les manipulations prospèrent lorsque personne n'ose reconnaître la partie vraie qu'ils contiennent. Le retrait du bracelet est donc une étape plus intime que spectaculaire. Chloé ne doit pas être battue ni sauvée par une formule extérieure. Elle doit décider que sa colère ne définira pas toute sa relation avec Red. Le bracelet tombe parce que Red accepte de l'écouter, mais aussi parce que Chloé garde une part active dans son retour. C'est un moment nécessaire pour la fin. Si le film avait simplement neutralisé Chloé, il aurait suggéré que les émotions difficiles se résolvent par la suppression. En lui rendant le choix, il affirme qu'une blessure peut être reconnue sans devenir une condamnation. Après cela, le dialogue avec Max peut enfin changer de nature. Red et Chloé ne lui proposent pas d'oublier la vision de l'oraculum. Elle lui propose de ne pas la transformer en permission de recommencer le même geste. Il y a là une forme de compassion exigeante. Elles reconnaissent qu'il a perdu quelque chose, mais elles ne lui donnent pas le droit de déplacer cette perte sur Pink ou sur les personnes qui appartiennent au présent. Max accepte avec difficulté, et cette difficulté est importante. Un pardon crédible ne doit pas ressembler à un interrupteur qui éteint des années de douleur. Le moment où la montre disparaît dans le puits peut alors être lu comme une perte pour tout le monde. Red perd l'assurance qu'elle pourra jamais réparer l'origine du mal. Chloé perd une réponse rapide à sa colère. Max perd la possibilité de revoir l'autre vie. Maddox perd l'objet auquel il a consacré son ressentiment. Bridget perd une menace. Mais aussi la tentation de croire que quelqu'un d'autre pourrait remettre son royaume en ordre avec un tour de magie. Le puits reçoit les rêves de contrôle de chaque personnage. C'est pour cela que le geste est aussi calme. Il ne célèbre pas une destruction, il accepte un deuil. Le film prend ensuite le temps de ne pas oublier Maddox. Après l'arrestation, Red demande à Bridget de ne pas le punir comme autrefois. Ce détail change la fin entière.
Sans lui, la montre aurait été jetée, le méchant vaincu, et le récit aurait continué à faire de l'exil le langage naturel de la justice. Avec lui, Red applique la leçon qu'elle vient d'apprendre. Elle ne peut pas effacer le passé de Maddox. Elle peut empêcher Bridget de le transformer encore une fois en homme sans place dans le monde. La nuance est essentielle pour un film familial. Faire preuve de compassion envers Maddox ne revient pas à nier les personnes qu'il a capturées ou les dangers qu'il a créés. Bridget doit être protégée. Cendrillon doit être libéré. Wonderland doit retrouver sa sécurité. Mais une réponse juste peut tenir ensemble ces deux exigences. Des conséquences pour ce qu'il a fait et le refus d'ajouter une humiliation qui ne ferait que préparer une autre vengeance. Red ne se présente pas en juge parfaite. Elle parle comme quelqu'un qui a découvert que ses propres choix avaient eu des effets qu'elle n'avait pas vus. Les dernières images de fête sont donc moins naïves qu'elles ne semblent. Le groupe célèbre parce que la crise immédiate est passée, non parce que toutes les blessures ont disparu. Pink et Red ont une relation à construire. Chloé et Red doivent continuer à parler autrement. Max doit inventer une vie qui ne soit ni celle de son père, ni celle qu'il a aperçue dans l'oraculum. Bridget doit exercer son pouvoir, sans recommencer le bannissement. Cette ouverture donne au dernier objet lumineux de Pink une valeur particulière. Il annonce une aventure possible. Mais il rappelle aussi qu'aucun coffre ne peut contenir éternellement tous les secrets. Cette évolution rend la dernière plaisanterie de Chessie plus légère. La réaction à la vanille n'est pas une explication et ne cherche pas à l'être. C'est un dernier grain de folie dans un récit qui a beaucoup parlé de conséquences. Wonderland peut rester inquiétant, drôle et impossible à prévoir. La maturité de Red, Chloé et Pink ne consiste pas à rendre le royaume parfaitement ordonné. Elle consiste à pouvoir y vivre sans croire qu'elles doivent contrôler tous les détours du chemin. La fin avec le puits apporte une réponse claire à l'explication de la montre. Red ne détruit pas seulement une arme, elle renonce à la tentation de devenir l'autrice de tous les destins. Le puits laisse toujours une ouverture de récit parce que la magie disparaît sans garantie absolue. Mais le choix éthique est net. Les personnages ne prétendent plus que le meilleur monde est celui où l'on peut recommencer jusqu'à ce que personne ne souffre. Ils choisissent le seul monde dont ils peuvent assumer les conséquences, celui qu'ils habitent maintenant. Voilà pourquoi la boîte à trésors de Pink est si importante dans les dernières secondes. Elle ne contient pas la même promesse que la montre. La montre permettait de posséder le passé. La boîte contient des objets dont la valeur vient du souvenir partagé, de ce que Red et Pink décident d'en faire ensemble. Quand Pink y cache la chose lumineuse, le film ne lui donne pas le contrôle du temps. Il lui donne un secret et une curiosité. La différence paraît modeste, mais elle définit tout le chemin parcouru par Red. Garder quelque chose n'est pas forcément vouloir le manipuler. Chessie conclut avec sa malice habituelle, comme si même l'avertissement d'une suite devait rester un peu de travers. Sa réaction à la saveur vanille rend la dernière note légère, presque absurde. C'est fidèle à Wonderland. Après les labyrinthes, la trahison, les cartes volées, les souvenirs impossibles et les promesses de réparation, le royaume garde le droit d'être bizarre. Il ne devient pas un lieu parfaitement rangé parce que les héroïnes ont gagné. Il reste un endroit où un objet peut luire au fond d'une boîte et où un chat peut transformer un reste de nourriture en dernier signe d'interrogation. Descendant, Wicked Wonderland raconte donc toute une aventure de sauvetage. Bridget capturée, Cendrillon piégé, une équipe de descendants forcés de traverser des défis magiques, Max tenté par le retour en arrière, Chloé blessée puis rendue à elle-même, et Red qui apprend à reconnaître Pink comme sa sœur. Mais l'explication de sa fin tient dans un geste beaucoup plus silencieux. Red pourrait reprendre la montre, choisir encore une version du monde et appeler cela une réparation. Elle préfère la laisser partir. Elle accepte qu'aimer les autres implique parfois de ne pas réécrire leur existence, même quand la magie offre une issue plus facile. Le film ne promet pas que cette décision efface la peine de Maddox, ni que Max cessera immédiatement de regretter l'autre vie qu'il a vue. Il promet quelque chose de plus honnête.
ils peuvent désormais répondre à cette peine sans fabriquer une nouvelle victime invisible. Bridget peut choisir une justice qui ne répète pas son bannissement. Red peut aimer Pink sans nier Max. Chloé peut rester l'amie de Red sans faire semblant de n'avoir jamais été blessée. Et Wonderland peut avancer, non pas parce que son passé est enfin parfait, mais parce que ses habitants ont renoncé à faire du passé une prison.